m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Catherine, comment ça va? Salut, ça va super bien toi? Oui, veux-tu commencer par te présenter? Oui, donc Catherine Fournier, j'ai 32 ans, je suis la mairesse de la ville de Longueuil depuis 2021. Auparavant, j'ai été députée à l'Assemblée nationale durant 5 ans. J'ai été élue à l'âge de 24 ans. Je suis devenue la plus jeune femme même à faire son entrée à l'Assemblée nationale du Québec. Mais au-delà de mes fonctions politiques, je suis aussi une jeune femme trentenaire qui a des amis, une famille, un chum, un mari. Donc, je suis toutes sortes de facettes à la fois. Oui, puis là, mais, je t'invite pour ton côté politique, là, des connaissances en politique au balado. Puis tu t'impliques beaucoup pour l'équité menstruelle. Puis je me demandais, qu'est-ce qui a allumé une cloche en toi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu t'impliquer pour l'équité menstruelle? Mais en fait, la première intervention que j'ai faite à l'Assemblée nationale, parce que bon, quand j'ai été élue, j'étais membre de l'opposition officielle, puis je me suis attribué le dossier de la protection des consommateurs. Donc là, tu comprends peut-être pas tout de suite le lien avec l'équité menstruelle, mais dans les médias ont été publiés une série de reportages concernant notamment le phénomène de la taxe rose. Ouais. Donc, le phénomène pour lequel les femmes vont payer plus cher pour certains produits ou encore vont débourser pour des produits que n'ont pas à acquérir les hommes. Donc, là, tu auras compris le lien avec les 10 produits menstruels. Puis, j'avais posé une question à l'Assemblée nationale sur cet enjeu-là. Donc, c'était la première intervention que je faisais au sein du Salon Bleu. Et par la suite, ben, j'ai été appelée à intervenir à quelques autres reprises parce que j'ai porté le dossier de la condition féminine. Par la suite, je suis devenue députée indépendante. Je m'étais fait approcher par un groupe justement qui prône l'équité menstruelle pour déposer une pétition en fait concernant la précarité menstruelle. Par la suite, j'ai fait adopter une motion à l'Assemblée nationale sur cette question-là. Donc, bref, je me suis positionnée à différents moments de mon parcours politique, mais ça a été un peu comme... Je t'avoue qu'instinctivement, j'avais peut-être pas réfléchi à cette question-là, mais en ayant le rôle de porte-parole, en m'intéressant aux enjeux, donc qui touchent les consommatrices, que les femmes dans leur ensemble par la suite, puis le fait qu'il y a des groupes, des mouvements sociaux qui m'ont interpellée pour me sensibiliser à la question, bien, ça fait en sorte que j'ai cheminé, puis pour moi, c'était un dossier qui me parlait, puis que j'avais envie de porter. Ça me semblait très naturel, même si ça avait peut-être pas été instinctif au départ, mais plus j'en savais sur cet enjeu-là, plus j'avais envie de me positionner. Puis aujourd'hui, en tant que mairesse de Longueuil, j'essaie quand même de poser des gestes qui vont dans le même sens. Puis qu'est-ce qui t'a le plus frappé là, par rapport à l'iniquité menstruelle, à la pauvreté menstruelle, à la précarité menstruelle? Ben, juste la différence, les coûts que les femmes doivent assumer, puis aussi les comparaisons qui sont tellement ironiques quand on y pense, juste par rapport à la disponibilité des produits menstruels dans l'espace public. On penserait jamais à demander aux gens d'apporter leur propre rouleau de papier de toilette ou du savon dans les salles de bain. Mais pour moi, c'est vraiment l'équivalent des produits menstruels. Donc, je trouve que ça n'a aucun sens. Puis, justement, c'est peut-être lié en fait au tabou autour des menstruations qui persiste quand même, mais c'est en train d'être brisé un peu. Justement, mais non plus, l'initiative de ton balado on est un bon exemple, mais oui, il y a encore du travail à faire. Il y a des initiatives qui se multiplient. Tu sais, je pense à Andréane Marquet de Women's qui a lancé le mouvement Femmes au top qui invite les entreprises à justement offrir les produits menstruels, mais c'est un enjeu dont on parle pas seulement au Québec. Même, en fait, le Québec est assez en retard comparativement à d'autres juridictions pour ce qui est de la disponibilité des produits menstruels dans les espaces publics. Donc, il y a beaucoup encore à faire. Là, on a des petites croûtes à manger ici. Oui. Puis, pourquoi tu penses que c'est important d'en parler à l'Assemblée nationale? Parce que je pense qu'il y a eu des drôles de réactions quand tu as abordé... Ben, c'est sûr qu'on s'attendait pas nécessairement. Là, ça demeure quand même un monde de monsieur. Là, même s'il y a de plus en plus de femmes. Mais en tant que jeune femme aussi, j'étais assez... unique en mon genre à cette époque-là. On était juste quelques-unes, donc peut-être que oui, c'était pas... C'est une des raisons pour laquelle la représentativité en politique, c'est important d'avoir des gens autant d'hommes que de femmes, des gens de toutes les générations, différentes origines, parce que
on vit des réalités qui sont différentes les unes des autres, qui nous permettent d'avoir un regard beaucoup plus inclusif sur les enjeux qui sont vécus par les différentes strates de la population, notamment la question des menstruations, qui touche quand même énormément de gens, 50% de la population à un moment donné ou à un autre de la vie. Mais bon, en tant que jeune femme, je pense que j'étais potentiellement bien placée pour porter cet enjeu-là. Puis effectivement, ça brise les codes parce qu'on en parle pas beaucoup encore, puis justement parce que peut-être il y avait personne où on n'était pas prêt comme société à en parler à un certain point. Mais aussi, je pense que comme jeune femme, j'étais bien placée pour porter l'enjeu. Ben oui, effectivement. Puis, qu'est-ce que toi qui es baignée là, dans le système gouvernemental, quel obstacle ou quel défi tu penses qu'il y a au sein de ce système-là pour vraiment agir pour l'équité menstruelle? Ben, je crois quand même que il y avait de l'ouverture. Lorsque j'ai fait adopter une motion à l'Assemblée nationale à la suite du dépôt de ma pétition, j'avais été en contact avec la ministre de la Condition féminine à l'époque, Isabelle Charest. On avait pu discuter ensemble, puis elle m'avait confirmé que à la suite du dépôt de ma motion et de son adoption, ça a été adopté de façon unanime là, par l'Assemblée nationale. Donc, tout le monde s'entend, mais après, est-ce qu'on pose les gestes conséquents? Là est la question. Ça. Et ma motion était justement sur le fait de pouvoir offrir gratuitement les produits menstruels dans les bâtiments des institutions publiques québécoises, notamment les écoles, parce qu'on sait que c'est là où les enjeux de précarité menstruelle sont les plus vécus, notamment. Donc, j'avais discuté avec Mme Charest et elle m'avait confirmé qu'elle allait donner un mandat pour le Conseil du statut de la femme afin qu'il puisse mener une étude sur la question de la précarité menstruelle puis d'évaluer la possibilité d'offrir sans frais les 10 produits menstruels. Effectivement, l'étude a été commandée, l'étude a été réalisée. Après, bon, là où le bas blesse, c'est que l'étude a été tablettée à toute fin pratique, dans le sens où le gouvernement n'a pas donné suite aux recommandations. Donc, comme quoi, bon, maintenant, on a des données, c'est chiffré, la problématique a été documentée par le Conseil du statut de la femme, mais il manque la volonté d'aller de l'avant. C'est sûr que c'est des choix qui sont budgétaires, mais comme on l'a mentionné tantôt, est-ce qu'on re-questionnerait vraiment? Le papier de toilette et le savon, ça coûte de l'argent. Ben, c'est la même chose pour les produits menstruels. Un des points qu'une des activistes pour l'équité, qui milite pour l'équité menstruelle me disait, c'est que l'enjeu, c'est les cycles de dépendance avec les produits menstruels jetables. C'est que quand on donne une boîte de tampons à quelqu'un, bon, mais le mois d'après, elle en a encore de besoin. Côté gouvernemental, je t'avais entendu dire dans un autre podcast qu'il y a souvent une vision court terme. Si c'est le cas, comment tu penses qu'on pourrait vraiment agir pour l'équité menstruelle à long terme? Parce que sinon, on fait comme juste mettre un petit pansement. Oui, mais moi, je pense qu'une fois que ça va être fait, une fois que ça va être comme, OK, on y va. Puis, tu sais, ça peut être fait progressivement. Tu sais, je te le cache pas, là, à Longueuil, ça va être progressif parce que oui, c'est un coût supplémentaire à prévoir, mais après, c'est un choix aussi, là. Mais oui, ça coûte un certain montant par année. Donc, je comprends que nous, c'était peut-être une grosse bouchée, surtout que, bon, je n'entrerai pas dans les concepts de fiscalité, mais les villes ont des contraintes plus difficiles que les gouvernements. Là, nous, on n'a pas le droit de s'endetter. Donc, c'est sûr que nous, on doit avoir un budget balancé à la fin de l'année, c'est obligatoire. Donc, on peut pas non plus faire n'importe quelle dépense. Puis, chaque dépense supplémentaire, il faut soit couper autre part ou augmenter nos revenus. Donc, bref, nous, on a quand même des difficultés. Fait que nous, on a décidé quand même d'y aller vers un déploiement graduel, mais quand même, on va y venir. Puis après, c'est intégré dans le budget de la ville, fait que ça génère une récurrence. Le gouvernement du Québec pourrait tout à fait l'intégrer dans ses budgets, même de façon progressive s'il le souhaite, quoique eux, ils n'ont pas la contrainte de devoir absolument équilibrer le budget. Puis on s'entend, ça demeure quand même, oui, c'est des montants, c'est pas négligeable, surtout dans les plus petits milieux comme une ville, mais à l'échelle gouvernementale, ça demeure des miettes comparé à d'autres choses, mais c'est des choix. Mais justement, ça part de la volonté politique. C'est intéressant ce que tu dis, là, la comparaison des budgets municipaux versus fédéral ou provincial, parce que pourtant, c'est les municipalités qui remboursent les produits menstruels réutilisables. Oui, parce que là, depuis tantôt, je parlais de l'accessibilité aux produits menstruels, mais c'est vrai que là, on parle des produits à usage unique. Mais effectivement, il y a des programmes de subvention pour les produits menstruels durables, ce
ce qui est encore mieux, mais on s'entend, il faut quand même avoir une certaine disponibilité monétaire. Puis, tu sais, les produits de ce type-là conviennent pas à tout le monde. Je pense qu'il faut être assez inclusif dans notre approche. Mais effectivement, ce sont les villes qui ont implanté en premier lieu des programmes de remboursement. Mais en fait, là où c'est intéressant, c'est que c'est même payant pour les villes d'implanter ce genre de subventions-là pour les produits menstruels durables parce que, vous savez, les villes, on est responsable de la gestion des matières résiduelles. Donc, tout ce qu'on met à la poubelle et on paie en fonction du poids des déchets qu'on amène au dépotoir. Ça, il faut le réaliser d'abord comme contribuable. Hein? Quand on parle de la collecte des déchets qui est réduite ou on incite, par exemple, à la collecte des matières organiques, on se questionne, mais là, on a moins de services, mais c'est parce qu'il y a un coût qui est important. En plus du coût environnemental, il y a un coût monétaire. Donc, on gagne aussi financièrement à diminuer le nombre de déchets qui sont produits. Mais donc, pour revenir à la question des produits menstruels jetables, mais c'est sûr que plus on diminue le nombre de produits jetables utilisés, ben, on diminue d'autant aussi les quantités qui vont se retrouver dans les centres en fait de dépotoirs. Et donc, ça devient intéressant pour les villes de subventionner l'achat des produits menstruels durables. Puis à long terme, on va potentiellement même s'autofinancer par des économies de poids de déchets là, qui se retrouvent à l'enfouissement. Puis si c'est économiquement bénéfique de financer les produits menstruels durables, mais de par ton explication avant qu'on ne peut pas dépasser les budgets, c'est pour cette raison-là qu'il y a des limites de budget annuellement? En fait, les limites de budget annuel, ça vient vraiment de la façon dont les villes sont encadrées. Les villes, en fait, selon la Constitution du Canada, là, qui est comme vraiment ce qui définit les rôles et responsabilités de tous les gouvernements au sein du pays, les villes sont dépendantes des provinces. Donc, si on faisait des déficits majeurs, puis on faisait faillite, si on veut, c'est le gouvernement du Québec qui devrait payer la note par la suite. Donc, il y a comme vraiment une relation de dépendance entre les villes et le gouvernement du Québec. Donc, c'est pourquoi les règles fiscales veulent qu'on puisse pas générer de déficit, donc on ne puisse pas dépenser plus que les revenus qu'on a. Mais par rapport vraiment là, au budget qui est alloué pour les subventions de produits menstruels. Oui, c'est ça, pour les subventions, oui. Parce qu'il y a un maximum là, par municipalité où est-ce qu'on peut faire des demandes. Donc, ça vient expliquer un peu pourquoi. Parce que c'est pas à court terme Exact. Le gain, l'économie. Non, tu as tout à fait raison, mais c'est ça. Donc, l'économie sur les matières, justement, qui vont à l'enfouissement vont se générer sur plusieurs années, tandis que là, le montant attribué aux subventions doit être payé dans notre budget d'année courante, qui est limité pour la raison dont je viens de parler. Je te pose la question parce que souvent, je me fais poser la question, ah oui, mais dans ma municipalité, le quota est atteint. Oui, c'est vrai. Nous, quand on l'a lancé à Longueuil en 2023, le quota là, a été atteint tellement rapidement. Mais là, on a réussi à débloquer un autre budget, mais là, après, c'était le maximum quand même de la capacité qu'on avait. Puis on le sait que s'il y avait plus de publicité, il y aurait plus de demandes aussi. Puis c'est un peu triste de penser ça. Puis on veut réfléchir aux façons de l'augmenter, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, justement, les disponibilités budgétaires sont vraiment limitées. Là, on a décidé cette année d'y aller vers les produits disponibles dans les bâtiments municipaux. On essaie d'agir sur différents fronts, mais ça, c'est sûr qu'il va falloir... c'est sûr que les subventions, c'est un bon incitatif. Après, il faut peut-être voir est-ce que c'est le rôle... Oui, ça peut être un rôle des villes pour la question que je te mentionne, mais après, il y a peut-être d'autres aussi acteurs qui peuvent jouer un rôle. Je pense quand même justement, là, pour enlever un peu le poids aux municipalités, ce serait qui, selon toi, qui devrait payer pour les produits menstruels, soit jetables, réutilisables? Est-ce que c'est chaque personne qui l'utilise? Bien, chaque personne. Moi, je pense que dans les espaces publics, c'est un peu... Je vais te ramener au principe qu'il y a les autres produits hygiéniques. Ce qui est chez toi et chez toi. Puis quand tu vas à l'extérieur, dans des endroits publics, dans des toilettes publiques, par exemple, il y a du matériel qui est à ta disposition. Bien, je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. Je pense juste qu'il devrait y avoir une équité. Puis après, bien, pour ce qui est des produits durables, bien, c'est sûr que pour inciter des changements de comportement, c'est la même chose avec les autos électriques. Mais si on veut que les gens aient plus de voitures électriques, bon, on donne des subventions, on donne des incitatifs à l'acquisition de voitures électriques. Mais pour générer des bons comportements environnementaux, bien, ça devrait être un peu la même chose.
pour les produits menstruels durables. Oui, exact. Là. Si on reste dans la partie écologique, là, il y a plein d'autres avantages. Là, Exact. mais surtout, c'est vraiment là, l'aspect briser les cycles de dépendance, là, le côté bénéfique des produits menstruels réutilisables. Tout à fait. Puis, quand le gouvernement prend des décisions, comme le fait d'offrir des produits menstruels dans leur établissement, comme les établissements fédéraux, ça a un bel impact dans la société. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui pourrait être fait ou quel message on pourrait envoyer d'autres là, à la société? Mais c'est sûr que les gouvernements sont en posture de leadership, en fait, surtout les élus qui composent les gouvernements. Donc, ça envoie un message de société. Puis, je pense que c'est grâce à une initiative comme celle du gouvernement fédéral qui a rendu disponibles des produits menstruels gratuits dans les édifices fédéraux, que par la suite, bien, il y a aussi eu des entreprises qui ont joint le mouvement. Il y a des entrepreneurs marquants. Tantôt, j'ai parlé d'Andréane Marquis de chez Women. Je pense qu'elle est vraiment une figure de proue de ce mouvement-là. Je l'ai invitée là, au balado. Il y a plein d'entreprises qui ont joint le mouvement. Puis, on a toute une influence les unes sur les autres. Nous, quand à Longueuil, par exemple, on a lancé le programme de subvention pour les produits menstruels durables, on était on n'était pas la première ville, loin de là, même on tardait un peu comparativement à d'autres, même les plus petites villes qui avaient emboîté le pas beaucoup plus rapidement. Puis, moi, quand j'ai été élue, je me suis fait écrire par pas mal de femmes en me demandant, puis est-ce qu'on va avoir, nous aussi, ce programme-là? Puis, j'avoue, j'étais même surprise à quel point je m'étais fait écrire par de nombreuses personnes sur cette question-là. Ben honnêtement, c'est un des enjeux pour lesquels je me suis fait le plus écrire. C'est vrai? Je m'arrête. Ouais, non, c'est étonnant peut-être au premier abord, mais comme quoi ça touche vraiment. Ben oui, ça touche beaucoup de monde. Encore là, ça touche 50% de la population. Donc non, c'était donc puis nécessairement nous en annonçant qu'on joignait le mouvement, j'ai vu plein de femmes aussi se mobiliser sur les réseaux sociaux en identifiant leur municipalité en disant par exemple Ville de Laval, est-ce que nous aussi on emboîte le pas? Donc tu sais ça met la pression. Ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige exactement. Donc on voit d'autres entreprises, d'autres institutions le faire, ben ça devient comme naturel puis même incontournable. Oui. Puis, qu'est-ce que tu penses du congé menstruel? Est-ce que tu penses que le gouvernement devrait montrer l'exemple en l'offrant, par exemple, aux employés fédéraux ou provinciaux? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que le gouvernement devrait s'impliquer là-dedans? Honnêtement, moi, j'ai pas lu d'études à ce sujet-là plus précisément sur les effets de ce type de congé-là. Est-ce que la banque de congés maladie pourrait être remaniée, peut-être pour ajouter justement aux femmes aux personnes qui ont des menstruations. J'ai pas de position nécessairement claire sur le sujet, mais clairement, il y a beaucoup de femmes, notamment, qui souffrent d'endométriose, qui est directement liée aussi à la douleur menstruelle. Ouais. Est-ce que ça devrait être lié? En même temps, il y a des coûts pour les entreprises. Je suis quand même sensible à ça aussi. Faudrait voir. Je sais pas comment ça pourrait s'appliquer exactement, mais clairement, je pense qu'on serait dû pour un débat de société sur la question. Puis, le fait, je sais que le budget en publicité est très limité, là, mais est-ce que tu penses que des publicités comme pour briser les tabous ou juste parler des menstruations, comme désensibiliser? Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives. Je pense que le gouvernement a un rôle à jouer, mais on peut pas non plus toujours se fier sur le gouvernement. Non, c'est ça. Puis moi, je crois beaucoup aux mouvements sociaux, aux initiatives citoyennes. Puis honnêtement, je pense déjà qu'il y a vraiment plein de belles choses en branle, puis on dirait que ça fait aussi boule de neige. C'est un balado comme le tien, peut-être qu'il n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu d'autres initiatives qui démystifiaient la question des menstruations. Puis il y a eu un documentaire aussi récemment qui est disponible sur tout.tv. Oui, SPM. Oui, je me trompe pas, mais oui, SPM, mais oui, Andréane également. J'ai participé d'ailleurs à ce documentaire-là, ils sont venus me visiter à l'Hôtel de Ville de Longueuil. Donc ça aussi, puis il y a eu quand même une belle publicité. Il y a un nouveau balado, RAD, justement sur les douleurs. Oui, Fruits menstrues. Voilà, donc c'est vraiment une multiplication des initiatives. Puis je pense que tout ça contribue aussi à la déstigmatisation, puis au fait que ça soit mieux connu. Tu sais, j'ai même lu plein de commentaires d'hommes qui ont écouté soit le documentaire, soit le balado. Il y en a sûrement qui vont écouter ton balado aussi, qui vont se dire mais tu sais, qui vont mieux comprendre aussi, puis ça va devenir comme pas juste un sujet réservé aux femmes. Ben non, parce que de toute façon, 50% de la population vont être touchés, vont en vivre probablement au moins une fois. Oui. Mais 100% de la population est au monde grâce au cycle menstruel. Là. Voilà. Donc, oui, ça concerne tout le monde. Exact. Ou côtoie des personnes qui sont. Exact. C'est important que les hommes soient conscients puis plus sensibles à cette situation-là aussi.
Puis, si tu avais, dans un monde idéal, si tu avais un système à créer pour l'équité menstruelle, ce serait quoi? Mais je dirais pas que j'ai réponse à tout là, sur ces Non, questions, non, non, on fait sur juste ces en discuter. questions-là. Non, non, c'est ça, exact. Mais tu sais, je pense que ça participe à l'égalité, l'équité des sexes, Des en fait. femmes. Là, pour moi, c'est juste... ça devrait tellement être naturel comme conversation, puis tellement... je pense qu'on est rendu là comme société. Après, il peut y avoir des débats. Tu sais, tantôt, on en parlait, congé menstruel, de quelle façon ça pourrait s'appliquer. La disponibilité, encore là, c'est quoi, quelle est la partie de responsabilité privée versus la responsabilité publique. Mais les questions liées à la taxe rose, c'est quand même les femmes qui doivent se procurer des produits de base que les hommes n'ont pas à se procurer. Tu sais, est-ce qu'il y a une réflexion qu'il doit y avoir comme société? Je pense qu'il y a eu différentes initiatives, puis qu'on va continuer de s'y pencher. On va peut-être accélérer un petit peu la cadence, parce que, comme je dis, on est peut-être en retard quand on regarde des juridictions qui ressemblent au Québec comme l'Écosse. Je pense qu'on pourrait prendre exemple sur eux. Oui. Puis un point qu'une activiste soulevait, c'est bien les subventions municipales, surtout pour le côté écologique. Côté économique, souvent, les personnes qui sont le plus en situation de précarité, en fait, n'auront pas le budget pour payer et après ça, attendre leur remboursement. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, parce que quand même, c'est un remboursement, donc il faut quand même avoir la disponibilité. C'est pour ça que je disais que les produits menstruels durables, en ce moment, c'est pas accessible à tout le monde pour plusieurs raisons. Il y a des enjeux aussi, des fois, de confort et que ça convient pas au corps de tout le monde. Quoique ça dépend du type de produit, mais quand même, mais effectivement, il y a un coût qui peut être prohibitif à l'entrée parce que la subvention n'est pas immédiate. Donc, quand tu as de la difficulté à boucler ton budget pour manger, je pense pas que tu vas prendre 80 $ pour acheter des culottes durables, menstruelles durables. Non, mais c'est ça. Y aurait-tu moyen avec soit les municipalités, soit le gouvernement fédéral ou municipal ou provincial de faire des partenariats avec différentes compagnies pour pouvoir en donner dans les banques alimentaires? Je sais pas. Tu sais, je pose des questions. Oui, clairement. Mais aussi, on parle encore, là, je vais t'amener en dehors des gouvernements. Tu sais, le secteur privé pourrait s'impliquer. On le sait, là, le secteur privé contribue à des organismes comme Moisson Rive-Sud, comme les moissons. Là, je parle de la moisson dans mon coin, mais est-ce que ça pourrait être une autre corde à leur arc en contribuant justement à des organismes d'aide alimentaire? Ben, on sait, il y en a par contre à la guignolée. Une des choses qui est le plus demandée en passant, c'est les produits menstruels. Les organismes disent on a besoin là, de serviettes sanitaires, de tampons, tout ça. Ben, est-ce qu'une entreprise pourrait pas dire écoute, moi, je vais pour des produits menstruels durables, puis je donne un certain montant d'argent à une compagnie, puisqu'il y a même des compagnies québécoises là, qui produisent des produits menstruels durables. Ouais. Ben, je donne ça pour que par la suite, les groupes communautaires puissent redistribuer aux femmes dans le besoin. En plus, non seulement elles économiseraient à long terme beaucoup, parce que, comme on l'a mentionné, un sac de serviettes, ça se passe rapidement. Puis, un enjeu là, avec ça, justement, des organismes comme Monthly Dignity qui font de l'éducation, qui donnent des produits menstruels. Nous, on leur en donne beaucoup, là, des disques menstruels réutilisables. Puis, ce qu'elle me disait, c'est que la résistance au changement. Tu sais, tout ce qu'on a connu, c'est des tampons, des serviettes jetables. Mais avec l'éducation, avec le partage d'expériences personnelles aussi, ben, c'est là que les habitudes changent, puis que ben, finalement, le problème se règle à long terme. Puis là, ils osent essayer soit des culottes, soit des coupes menstruelles. Puis après ça, ben, ils adoptent. Fait qu'au moins, ben, ils ne sont plus dans le cycle de dépendance. Puis, tout à fait, exact. Puis tu as commencé jeune aussi, avant qu'on ait des habitudes. Oui, ben aussi, tu sais, d'en parler, d'en parler à l'école, parce que c'est pas toutes les familles qui sont aussi à l'aise avec le sujet. Non, exactement. Mais peut-être justement d'en offrir aussi dans les écoles. Oui. Ça pourrait être une bonne façon, tu sais, avant qu'il y ait des habitudes qui soient trop ancrées, qu'on puisse faire ces essais-là en étant plus jeune. Puis c'est ça que, sans même les jeunes, c'est elles qui vont avoir le plus d'influence après sur les générations plus âgées. Oui. Puis, pour terminer l'épisode, je demande toujours à l'invitée comment elle a vécu ses premières menstruations, si elle s'en souvient, ou comment elle a entendu parler des menstruations. Toi, est-ce que tu t'en souviens? Écoute, non, c'est ça. J'ai réfléchi à ça dernièrement, puis j'ai aucun souvenir. Ben, je sais que j'avais 13 ans,
Mais après ça, j'ai pas... tu sais, ma mère m'avait expliqué. Évidemment, j'avais déjà eu des conversations à la maison, mais je peux pas dire que je me souviens là, avec précision. Ben, tant mieux, tu sais, ça veut dire que ça n'a pas été traumatisant dans ton cas. Puis, Non, exact, c'est bien. une bonne nouvelle. Puis à l'école, est-ce que tu te souviens comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait... Je me souviens là, quand j'étais en 6e année là, d'une conversation avec des amis d'école en disant, ben là, on est comme pas à l'âge de s'habiller en blanc au cas où que ça nous arrive. On dirait qu'on se préparait. OK. Ben, c'est une de mes petites copines à l'époque qui m'avait dit ça. Puis j'ai comme, bon, j'avais pas réalisé ça. OK, Il ouais. faudrait que je fasse attention moi aussi. Mais non, je pense pas que c'était tabou de mémoire, là, tu sais, c'était pas tabou dans mon groupe d'amis. Au contraire, je pense qu'on en parlait assez ouvertement. Tu sais, les filles, je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais tu sais, on se comparait, on est comme, bon, qui a eu ses menstruations, qui les a pas eu, on se partageait des conseils. Tu sais, je pense que c'était une certaine, déjà, sororité. Ouais, mais tant mieux, puis on le souhaite aussi que ça se passe, puis qu'il n'y ait plus de stigmatisation. Là, il y en a beaucoup qui me racontent ouais, qu'ils avaient peur à l'école. Ouais, puis, exact. C'est culturel, heureusement, la culture évolue aussi. Ouais. Mais je pense qu'il y a un défi avec tu sais, la population québécoise qui est quand même cosmopolite. Tu sais, il y a des différentes... tu sais, il y a une stigmatisation qui existe encore de façon générale au Québec, mais peut-être aussi dans certaines communautés culturelles plus grandes. Donc, c'est aussi de trouver une façon de parler de menstruation de façon inclusive pour que ces communautés-là, peut-être plus... où il y a plus de tabous encore, puis de stigmatisation autour de la question des menstruations, même s'il y en a dans la culture québécoise en général encore, mais tu sais, de tendre la main aussi, puis d'être à l'écoute. Oui, tout à fait. Ben, merci d'être venu nous parler de politique et menstruation, parce que je réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur le gouvernement un peu pour sauver. On s'en charge même, mais le gouvernement a quand même un grand rôle à jouer. Mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire en termes d'initiatives citoyennes, dans le monde privé, des affaires. Il ne faut pas juste compter sur le gouvernement. Puis même, en fait, si on veut que le gouvernement embarque, il faut d'abord qu'on mette de la pression aussi comme citoyenne. On le fait déjà bien, mais je pense qu'on peut continuer. Puis moi, j'ai quand même confiance que les choses continuent à évoluer. Ben oui, puis rappelons-nous que le gouvernement, dans le fond, c'est des personnes qui représentent toute la population. Exact. Donc, si on veut que ça change, ben impliquons-nous pour faire changer les choses. Voilà, exact. Et, ben merci de t'impliquer pour la cause. Merci d'être venu au balado. Merci à toi encore pour ton initiative. Merci.